Bienvenue et suivez-moi. Ici, c'est un Nothing Phone 4A et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Bon, alors allons droit au but. Je vais être honnête dès le départ. Ce ne sera rien de vraiment spécial, soyons honnêtes. Donc, ce sera principalement ce que j'aime changer sur les appareils que j'utilise, presque tous. Alors, allons-y tout de suite. Nous allons donc commencer par ouvrir nos paramètres et je n'utilise pas vraiment les téléphones Nothing, à part peut-être le CMF Phone, mais celui-ci n'a pas vraiment d'interface glyph, mais comme je sais que beaucoup de gens qui achètent ces appareils aiment vraiment le glyph. Ici, ça a un peu changé, comme vous l'avez probablement déjà vu, donc c'est un écran de 1 x 7 pixels. Ici, vous pouvez l'activer si jamais il est désactivé. Vous pouvez changer l'intensité de la lumière. Une intensité plus élevée consommera plus de batterie. Gardez cela à l'esprit. Ensuite, nous avons les options pour cela, comme la sonnerie. Alors, est-ce que ça a l'air efficace? Voyons voir. Oh, pas que je puisse voir ici. Jésus. S'il te plaît. Non, pas aussi fort. D'accord, donc ici, on en a un. Est-ce que ça va être visible? Non, ça ne va pas être visible pour l'instant. Donc on a juste un petit exemple ici sur l'écran au lieu de celui à l'arrière. Il y a aussi le Flip to Glyph. En cas d'appel, retournez le téléphone. Les glyphes remplacent alors le son. On a aussi un indicateur de volume. Voyons à quoi ça ressemble. Je suis un peu curieux. Tu pourrais aussi baisser un peu l'exposition. Voilà. C'est plutôt cool. J'ai aussi un minuteur glyph. Donc, quand tu règles un minuteur, il s'affichera en fait à l'arrière. Mais personnellement, je pense que je préférerais juste voir le minuteur réel sur l'écran. Progression glyph pour les applications tierces. J'aurai un peu de temps pour dormir, et voilà. Donc évidemment, juste une section glyph générale. Intelligent Toolkit, je pense que c'est ce bouton juste ici. Tu sais quoi? Je vais être franc. Je déteste l'IA, du moins spécifiquement dans les téléphones et les améliorations. Donc je vais complètement zapper toute cette connerie d'IA. Passons à autre chose. Ensuite, on a la personnalisation qui pourrait inclure un peu d'IA. On va juste ignorer ça. Et on va passer à des choses sur lesquelles on a vraiment la main. Et l'une de ces choses, attends, laisse-moi d'abord ajuster un peu la luminosité. Voilà. Donc, certaines concernent par exemple les couleurs, juste ici. Tu peux choisir les couleurs d'accent. Voilà, ça a pris un instant pour à peu près tout un tas de choses différentes. Maintenant, si tu utilises le thème Nothing comme celui-ci, ça va aussi impacter tes icônes. En revanche, si tu utilises le thème Android par défaut, ça n'aura en fait aucun impact sur l'apparence de tes icônes. On peut aussi configurer en fonction du fond d'écran, donc selon le fond d'écran que tu utilises, ces couleurs seront différentes. Et on a aussi le thème sombre qu'on peut activer juste ici. Honnêtement, je préfère utiliser le mode clair pour les vidéos. C'est juste un peu plus lisible pour moi. Et maintenant, en plus, on a des choses comme les packs d'icônes que tu peux changer ici. Donc, on a le pack Nothing et le pack par défaut, comme je l'ai mentionné. Et la disposition te permet simplement d'ajouter plus d'applications à ton écran d'accueil. Et j'aime vraiment la façon dont c'est fait ici. Ça te montre automatiquement la différence, à quel point elles vont être regroupées et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Et on peut aussi ajouter la barre de recherche. Voilà. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, donc je vais juste l'enlever. Maintenant, revenons en arrière. Non, ça ne marche pas comme ça. Je peux, juste. D'accord? Je suppose que je vais passer par les paramètres ici, et ensuite je peux aller dans l'affichage et là-dedans. On a aussi le mode sombre et la luminosité adaptative. Non, laisse tomber, ce n'est pas ça. Où est-ce que c'est, bon sang? Ah, voilà! Thème sombre, mince, ça s'appelle littéralement comme ça. Donc, on avait déjà plus ou moins activé le mode sombre avant.
Mais ici, si vous cliquez dessus, vous avez en fait la possibilité de le programmer, ce qui peut être une option plutôt sympa si vous préférez que votre mode sombre ne s'active qu'à certains moments, par exemple pendant la nuit ou au coucher du soleil. Et vous savez, le mode clair n'est pas, disons, aussi nécessaire à ce moment-là, contrairement à quand il y a une forte lumière du soleil à l'extérieur. En général, je trouve que le mode clair est un peu meilleur, plus facile à lire que le mode sombre. Donc, cela pourrait être une option plutôt intéressante pour vous. Et en plus, je tiens à préciser que lorsque vous activez le mode sombre ici, tout ce qui est noir, comme pratiquement tout ici et là, à part ces petits boutons, car ils ont un peu plus de gris. Comme vous pouvez le voir, une fois que je surexpose complètement l'image, donc, tout ce qui a cette sorte de gris ne s'applique pas vraiment, mais tout ce qui est complètement noir, comme tout l'arrière-plan autour de ce texte blanc, les pixels de l'écran à cet endroit sont en fait éteints. Et comme ils sont éteints, ils n'ont pas besoin de consommer d'énergie pour émettre de la lumière. Et comme ils ne le font pas, le téléphone bénéficie d'une meilleure autonomie lorsque l'écran est allumé. Donc, c'est encore quelque chose que vous pourriez utiliser, juste pour votre bénéfice, c'est-à-dire pour obtenir une meilleure autonomie de batterie, pas forcément pour l'apparence, mais uniquement pour la batterie. En fait, je vais annuler ça de toute façon. Ensuite, nous avons la barre d'état, que j'aime bien voir sur la plupart des appareils, alors que beaucoup d'appareils aujourd'hui ne l'ont pas. Mais cela vous permet de nettoyer la barre d'état ici des icônes inutiles. Certaines d'entre elles sont déjà désactivées, ce que je trouve douteux, comme le NFC, la communication en champ proche, qui permet à votre appareil de communiquer avec d'autres appareils en fonction de la proximité. C'est activé par défaut, et cette saloperie est toujours cachée. Je déteste ça. Ça me semble être une façon vraiment douteuse d'essayer de contourner votre autorisation pour permettre en gros la localisation. Parce que cela peut être utilisé pour vous suivre d'une certaine manière via d'autres appareils en retrouvant votre appareil grâce au NFC. Ça agit un peu dans votre dos en contournant vos tentatives, par exemple de désactiver les services de localisation et de les bloquer pour Google et tout ça. Mais bon, le NFC est activé en permanence par défaut dès la sortie de la boîte et il est caché à votre vue, donc vous ne sauriez même pas qu'il est activé. Et ça aussi, ça vous suit d'une certaine manière. Donc, je déteste vraiment cette saloperie en général. Je peux désactiver ça simplement en allant dans l'édition ici et je vais d'abord ajouter le NFC. Je peux le trouver. Ah, voilà, NFC, hop, et maintenant on peut revenir en arrière, désactiver cette merde et c'est bon. On est maintenant prêt à partir. On n'a pas besoin d'avoir cette saleté activée. Évidemment, il vous le faut si vous aimez payer avec votre téléphone, mais vous pouvez tout à fait l'activer juste pour payer, puis le désactiver rapidement. Mais d'autres choses que j'aime bien désactiver ici, ce sont par exemple le Bluetooth, les VPN, les modes ne pas déranger et la localisation. Si jamais je l'ai activé, mais en général chez moi, c'est désactivé. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de masquer des éléments comme le Wi-Fi et la réception. Donc c'est un peu dommage, car personnellement, j'ai les deux. Et je sais quand ils s'allument, comme c'est le cas sur mon téléphone au moins, qui est un Samsung, j'ai configuré une automatisation pour qu'il les active et les désactive automatiquement. Et quand je suis à un endroit précis, je sais que je suis connecté au réseau, ou quand je suis en dehors de cet endroit, je sais que je ne le suis pas. Donc je n'ai pas besoin de voir ça. Et comme je vis en ville, la réception ne me sert à rien, c'est inutile pour moi. Mais d'autres choses, comme je l'ai dit, la localisation, le VPN que j'utilise aussi moi-même, via Tailscale pour me connecter à mon serveur à la maison. Ceux-là, je préfère les masquer pour qu'ils n'apparaissent pas, car c'est de toute façon assez inutile. Pour continuer, nous avons ici les couleurs qui définissent la saturation de l'écran. Maintenant, c'est quelque chose que vous devez regarder vous-même sur votre appareil. Personnellement, pas à travers cette vidéo. YouTube effectue beaucoup de traitements sur ces vidéos lorsqu'elles sont téléchargées afin de minimiser leur taille. Donc, la différence que vous allez voir ici ne sera probablement même pas perceptible sur la vidéo que vous regardez. Cela pourrait vous sembler identique, mais en personne, il y a une différence notable entre les deux. Évidemment, le mode Alive offre une image beaucoup plus saturée que le mode standard, un peu plus proche de ce que j'imaginerais en réalité. J'imagine car je n'ai jamais vu cela en personne, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Maintenant, pour celle-ci, il n'y a pas tant de différence.
On peut voir une légère différence dans le ciel qui devient un peu plus bleu, mais ce sont des différences très subtiles ici et je dois vraiment les chercher. Et c'est difficile à voir. Donc ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Ici, on peut voir que l'image est beaucoup moins saturée avec le mode standard. Donc encore une fois, personnellement, aucune des deux ne me paraît vraiment réaliste. Mais bon, vous savez, je ne touche pas souvent de l'herbe, donc c'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, ensuite, nous avons la température des couleurs, qui vous permet simplement d'ajouter une sorte de teinte à l'ensemble de votre écran. Le mode chaud penche évidemment vers des couleurs plus chaudes, c'est-à-dire des teintes un peu orangées, jaunâtres, tandis que le mode froid tire davantage vers le bleu. Et vous pouvez voir, je peux simplement le déplacer, et la différence est vraiment visible. On peut aller d'un blanc quasiment couleur urine à un bleu fantomatique. Celui-ci donne en fait une impression un peu étrange pour moi, le bleu est un peu trop bleu de toute façon. Passons à la suite. Nous avons maintenant le taux de rafraîchissement avec plusieurs options, dynamique, élevé et standard. Je trouve ça un peu étrange qu'on ait à la fois dynamique et élevé. Parce que si on regarde bien, c'est pratiquement la même chose, donc le mode dynamique ajuste le taux de rafraîchissement, une plage selon le contenu pour optimiser l'autonomie de la batterie. Attendez, Bon, le suivant. Nous avons un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour un défilement et des animations plus fluides. Donc, en gros, ils disent de la même chose de manière différente. Et en général, ce qu'il en est, c'est que les modes dynamiques et élevés montent jusqu'à 120 images par seconde, même si le mode dynamique, pour une raison quelconque, ne le précise pas, mais c'est bien ce qu'il fait. Et le mode élevé aussi, comme il est indiqué, un taux de rafraîchissement maximal de 120, ce qui signifie qu'il a aussi un taux de rafraîchissement minimal. Et je crois qu'il s'agit d'un écran LTPO, ce qui signifie qu'il peut descendre jusqu'à une image par seconde. En général, vous voudrez probablement utiliser soit le mode dynamique, soit le mode élevé, car les deux vous offrent ce taux de rafraîchissement élevé. Et n'utilisez le mode standard, qui est une option, que si vous ne voyez pas de différence entre le mode élevé, dynamique et le mode standard. Donc, vous voulez essentiellement voir à quoi cela ressemble à 120 images par seconde et comparer cela à 60, puis vous pourrez prendre une décision. Sachez simplement que l'animation qu'ils ont mise ici est exagérément insultante. C'est comme 3 fichues images, pas 60. Donc, ce que nous avons ici comme exemple est plutôt inexact, ce que j'aimerais bien voir corrigé. Ce serait en fait comme le même taux de rafraîchissement réel, vous savez, avec du vrai 60 affiché ici et 120 là. Ainsi, vous pouvez voir une distinction claire entre les deux et ensuite faire un meilleur choix. Mais comme ce n'est pas possible, ce que vous voudrez faire, c'est simplement faire défiler vers le haut et vers le bas. Comme ceci, là, c'est clairement en train de tourner à 120 en ce moment. Voyons si je le passe en dynamique, c'est toujours 120 puis 60 et vous pouvez voir que ça commence à saccader. Voilà. Je ne sais pas si c'est aussi visible sur l'enregistrement. Je suis un peu plus, disons, attentif à ce genre de choses. C'est assez difficile. Je suis un gamer, donc j'ai déjà utilisé des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé, donc j'ai vraiment l'habitude d'avoir un taux de rafraîchissement élevé. Le fait d'être à 60 me paraît un peu déstabilisant, donc pour moi c'est vraiment flagrant quand je n'ai pas ces animations fluides et soyeuses. Donc personnellement, je préfère soit, comme je l'ai dit, le mode dynamique, soit le mode élevé, car ils sont pratiquement identiques. Pour être honnête, je ne vois pas la différence entre les deux, et d'après leur nom, ils font tous les deux la même chose. Mais si vous ne voyez pas de différence, restez à 60. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie. Mais cela ne s'appliquera qu'au temps d'écran allumé, et en plus, quand vous ne déplacez rien à l'écran. Donc, s'il y a quelque chose qui bouge. Alors, laissez-moi revenir ici. Donc, ici, par exemple, d'accord? Que j'utilise 120 ou 60, ça ne change rien à cet instant précis. En ce moment, cet écran fonctionne exactement au même taux de rafraîchissement, peu importe l'option que je choisis. Donc, je pense que c'est environ entre 1 et peut-être 30 images par seconde, quelque chose dans cette plage d'images, alors que le téléphone réduit le taux de rafraîchissement. S'il n'y a aucun contenu en mouvement à l'écran, comme une page fixe avec laquelle je n'interagis pas, au moment où je commencerai à interagir, comme maintenant, il passerait automatiquement à 120 pour me donner cette autonomie, animation fluide.
Et tout cela est fait pour préserver la batterie. Maintenant, si je le fais bouger en continu, évidemment, cela va consommer la batterie plus rapidement puisqu'il est maintenant à 120, comparé à si j'étais à 60. Et il faisait cela la moitié du temps et à la moitié du taux de rafraîchissement que j'ai actuellement. Bref, d'autres options ici. Nous avons l'affichage HDR, donc cela active la luminosité maximale pour le contenu HDR. Cela va augmenter la consommation de la batterie. Il n'y a rien qui puisse vraiment l'observer, mais en gros, cela essaye de vous permettre d'augmenter la luminosité de votre écran. Pour s'adapter à ce contenu HDR que vous pourriez regarder, il faudrait d'abord ouvrir un contenu qui peut être visionné en HDR. Maintenant, une autre chose dont je veux parler ici, que vous pourriez trouver utile de temps en temps, c'est l'affichage ou l'affichage plein écran. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'utile ici ou si j'utiliserai cette option, mais je parle d'après mon expérience. À un moment donné, j'essayais d'utiliser l'application Steam Link, celle qui vous permet de connecter votre téléphone à votre ordinateur. Et une chose que Steam Link faisait par défaut, c'était de garder la barre d'état visible même lorsque vous passiez en mode paysage. Il gardait toujours la barre noire à cet endroit pour masquer la caméra. Si vous tombez sur quelque chose comme ça, ou vous souhaitez utiliser l'intégralité de l'écran en ignorant la zone de la barre d'état, ou le fait que vous ayez une petite caméra intégrée à l'écran, ou que ce ne soit pas du 16:9, ou quelque chose dans ce genre. Vous pouvez aller ici, trouver cette application, l'activer, et désormais, chaque fois que vous ouvrirez l'application, elle passera automatiquement en plein écran, en ignorant le fait qu'il y ait une barre d'état. Et on va passer à autre chose si je vois le composeur téléphonique devrait fonctionner. Mais il semble que ça ne marche pas vraiment ici, curieusement. Voyons peut-être les photos. Ou alors il se peut que ce soit uniquement pour les applications censées fonctionner en plein écran, ce qui n'est le cas d'aucune ici, je pense. Vérifions rapidement les photos, juste pour un dernier petit contrôle. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, ce que vous devriez rechercher, c'est ce genre d'effet, où en ce moment, vous pouvez voir que l'image se trouve là où est la caméra, et le téléphone ne vient absolument pas masquer la zone, ce qui est tout le contraire de ce que l'on observe sur ce modèle précis, où vous pouvez clairement voir qu'il y a une barre d'état très visible en haut de l'écran. Donc c'est précisément cet élément-là que vous auriez sans doute envie de chercher à supprimer totalement. Aussi, l'écran toujours activé est orientable. J'ai réglé l'affichage des infos de base en permanence. Nous avons l'option d'afficher en haut. Je préfère l'affichage en haut. Cela permet d'améliorer l'autonomie de la batterie. Et lorsque vous le verrouillez, cela s'affiche brièvement puis disparaît après un moment. Voyons voir, est-ce que ça va disparaître? Voilà, donc ça disparaît. Je peux simplement toucher l'écran et ça le fait réapparaître. Je peux double-cliquer pour réveiller l'écran. Et voilà maintenant. Vous pouvez aussi le planifier pour qu'il ne reste pas toujours allumé. Votre affichage Always On ne sera plus actif en permanence, ce qui économisera la batterie par rapport au mode continu. Mais il restera actif pour éviter de toucher l'écran, vous pouvez donc le configurer ainsi. Par exemple, lorsque vous êtes au travail, il ne s'allumera qu'à ce moment-là, et à tout autre moment, par exemple lorsque vous êtes chez vous, il s'éteindra à nouveau. Maintenant. Cela résume en gros ce que je voulais vous montrer ici. Donc, comme je l'ai dit, c'est relativement simple. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.